Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? On va laisser un petit peu de temps à tout le monde pour nous rejoindre, pour se connecter avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, on me dit en backstage que normalement tout fonctionne. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si pour vous aussi toutes les fonctionnalités sont au vert, le son, l'image, pour que vous puissiez profiter de ce live un maximum. Je vois que, je vois que ça arrive petit à petit. Bonjour à tous. Hello tout le monde. Des Ah, petits cœurs qui arrivent, mais oui, bonjour. voilà, ça arrive déjà, des petites réactions. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce troisième live du Marathon Emploi. On va laisser un petit peu le temps à tout le monde de nous rejoindre pour qu'on puisse démarrer ensuite dans le vif du sujet. Je vois que ça réagit déjà. Hello tout le monde. J'aime bien poser cette petite question. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires depuis où vous nous regardez, dans quelle ville vous êtes, qu'on puisse voir un petit peu l'étendue de la communauté ADECO. Bonjour à tous, je vois les commentaires. Hello, hello. Bon, je vois que tout le monde arrive un petit peu petit à petit. On va pouvoir démarrer. Pour ceux qui, je le regrette, mais n'étaient pas avec nous lundi et hier pour les premiers lives du Marathon Emploi, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que cette folle semaine du Marathon Emploi à Déco. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement digital en live pendant lequel nous décortiquons des sujets RH, emploi, recherche d'emploi, pour vous donner un maximum de conseils. Et le but étant d'échanger en toute transparence, voilà, avec vos commentaires et vos questions, n'hésitez pas à les poser et on essaiera d'y répondre au maximum. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marine pour parler de bien-être au travail. Rien de plus important que d'être bien dans son job. Donc en tout cas, n'hésitez pas à rester avec nous, à nous poser toutes vos questions en commentaire. Je vois que ça démarre. Hello tout le monde, je vois qu'il y a du monde à Lille, je vois qu'il y a du monde à Paris. C'est chouette. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire encore une fois s'il y a des soucis techniques, son et images, qu'on puisse corriger tout ça le plus rapidement possible. Et puis, je pense on va pouvoir démarrer petit à petit. Je pense que Avec tout le monde se plaisir. languit d'avoir tous tes conseils, Marine, sur le bien-être. Donc, peut-être que tu vas pouvoir te présenter à tout le Oui, monde. merci d'abord pour l'invitation. Donc, je suis Marine Parnégey, je suis coach emploi et carrière. Donc, mon travail à moi, c'est de faire en sorte que vous ayez, vous, un chouette travail dans lequel vous vous sentez bien. Super. En tout cas, je vois que ça commence déjà à réagir. Merci à tous hein, déjà d'être si nombreux et d'être connectés avec nous ce midi. Peut-être que vous êtes sur votre pause déj et que vous nous écoutez pendant votre déjeuner. Écoutez, vous Bon avez choisi appétit, ouais. le meilleur programme pour votre déjeuner. Petite introduction, n'hésitez pas, donc je le disais, à nous poser toutes vos questions. On va essayer d'y répondre un petit peu au compte-gouttes. Si jamais on ne peut pas y répondre tout de suite, n'ayez crainte, on a toute une équipe qui récupère les questions et on essaiera du coup d'y répondre à la fin de ce live si jamais on n'a pas pu pendant le déroulé. Et autre petite précision, pour les intérimaires ADECO peut-être qui nous regardent et si vous avez des questions particulières sur vos contrats ou autres, on ne va pas pouvoir évidemment vous répondre ici et aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous écrire en message privé pour qu'on puisse décortiquer tous les petits soucis qui, euh, que vous rencontrez. Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, aujourd'hui on va parler bien-être au travail avec Marine. Peut-être qu'on peut introduire un petit peu ce sujet pour démarrer. Qu'est-ce que Oui. vraiment finalement le bien-être au travail? Alors, qu'est-ce que le bien-être au travail? Et j'ai envie de dire d'abord peut-être pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder cette thématique. Le bien-être au travail, on en entend beaucoup parler, mais il s'inscrit dans une vraie réalité, celle qui finalement nous fait constater à tous que tout va très vite, très très vite, que les décisions se prennent vite, qu'on change aussi par exemple très rapidement de travail. Et le bien-être dans ce cas-là, on l'oublie un petit peu quand on est pris dans la course vraiment à l'emploi ou la course à la performance. Donc il nous semblait important de pouvoir aborder ce sujet aujourd'hui avec vous. Et alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que le bien-être au travail? Alors, de manière assez classique, on fait reposer le bien-être au travail sur trois grands piliers, qui sont d'abord la productivité. Être productif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir la capacité de réaliser quelque chose en se sentant efficace, efficient, en le faisant aussi rapidement. Donc, c'est vraiment le premier pilier, la productivité. D'accord. Le deuxième, ça va vraiment être la satisfaction. Je fais mon travail, dans un monde idéal, je le fais avec une performance intéressante, mais est-ce que je me sens moi-même acteur de ce travail bien fait? D'accord.
C'est vraiment le deuxième pilier. Et le troisième, ça va être très corrélé à la santé mentale. Est-ce que je fais mon travail? Est-ce que je le fais bien? Et est-ce que ça me permet de maintenir un bien-être psychologique à l'intérieur de moi qui est satisfaisant? Une belle entrée en matière. J'espère que, comme les 2 précédents lives, vous avez bien votre carnet pour prendre tous les petits conseils qu'on va vous donner aujourd'hui. En tout cas, voilà, pour démarrer, les 3 grands piliers, la productivité, la satisfaction et la santé mentale. Comme on le disait, effectivement, ce sujet nous tient à cœur de l'aborder aujourd'hui pendant cette semaine de marathon emploi. Pour rappel, on a décortiqué là depuis le début de la semaine comment argumenter pour une négociation salariale, que faire face à un manager toxique, et on en reparlera. On se retrouvera également vendredi pour parler intelligence artificielle. Mais là, on est dans le vif du sujet. Parlons bien-être. Et finalement, ce bien-être, c'est la responsabilité de qui, au final? Alors, c'est une véritable question qui crée souvent des désaccords. On a la sensation souvent que c'est la responsabilité de l'entreprise que de porter vraiment cette valeur de bien-être et de développer une politique RH qui va dans le sens de l'attention et du maintien du bien-être des collaborateurs. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est d'abord une responsabilité individuelle. D'accord. Parce que si soi-même, on n'est pas acteur, si soi-même on n'est pas capable de communiquer, par exemple, ce dont on a besoin, l'entreprise ne peut pas le deviner. Bien qu'elle puisse faire attention voilà, à l'environnement, par exemple, de travail, à la luminosité, par exemple, qu'il y ait une belle luminosité dans un bureau, ça peut être un facteur contributif d'une sensation de bien-être. C'est sûr que dans une cave, c'est moins moins sympa. sympa. On a tous essayé dans nos premiers jobs, je crois, la cave. Mais pour autant, cette idée de confier seulement la responsabilité à l'entreprise, c'est infantilisant parce qu'on se retrouve du coup à attendre de l'entreprise qu'elle réponde à nos besoins, alors qu'il est bien entendu que le besoin doit être d'abord communiqué et qu'on peut soi-même mettre en place des stratégies pour aller vers ce bien-être. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris. Il ne faut pas tout remettre sur les épaules de l'entreprise. Il faut d'abord que vous vous écoutiez, que vous puissiez également partager ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous empêche justement de vous sentir bien. Je vois que ça réagit, je vois qu'il y a des questions. Merci à tous d'être si nombreux aujourd'hui pendant votre pause déj. On est ravis de vous retrouver pour ce 3e live. Je le répète, posez-nous bien vos questions en commentaire. On va essayer d'y répondre petit à petit avec Marine. Donc, on a parlé qu'est-ce que le bien-être de façon générale, mais finalement, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Oui, il y a un aspect très technique au bien-être. Il y a la grande vulgarisation qu'on peut en faire quand on discute avec ses collègues, qui revient pas mal à ce qu'on s'est dit juste avant. Mais le prisme plus médical, ou en tout cas plus normé, va nous ramener à plusieurs aspects. Le premier, ça va être vraiment l'aspect physique. Je parlais tout à l'heure de la lumière, mais ça peut passer aussi, par exemple, par l'ergonomie d'un bureau qui est bien installé, ou la capacité, par exemple, à pouvoir s'isoler pour passer des coups de téléphone et pas être tout le temps en open space, dans un bruit, par exemple, important. Donc cet aspect vraiment physique, il va être le premier palier, finalement, et ça va être très facile, parce que très factuel, de constater si on se positionne bien sur l'échelle du bien-être ou pas. L'aspect physique, c'est le premier palier. Le deuxième, ça va être plutôt un aspect émotionnel. Est-ce que le ressenti du collaborateur, est-ce que quand vous arrivez au travail le matin, vos petits indicateurs internes émotionnels, je pense toujours au film Vice Versa, tu sais, avec la colère, la peur, tout ça, là. Est-ce que vous avez la colère sur le devant de la tête, ou est-ce que joie sautille quand vous arrivez à votre bureau le matin? Est-ce que vraiment vous nourrissez positivement votre système émotionnel? Ça va être vraiment un deuxième indicateur qui va être vraiment central. Et ça va être très corrélé aux aspects, à l'aspect santé mentale, vraiment. Il y a les émotions qui vont être vraiment des ressentis éphémères sur le moment, mais qui vont contribuer du coup d'une stabilité qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Alors on entend pareil beaucoup parler de santé mentale. Je ne sais pas si tu veux te lancer. C'est quoi pour toi la santé mentale? Il n'y a pas de bonne définition. Hein, Là, actuellement, non, je préfère notre experte que notre experte nous donne. Je sais pas, mais en tout cas, la santé mentale, c'est vraiment de la même manière qu'on a une santé physique avec une composition physiologique qui va nous permettre de dire la personne est en surpoids ou pas, ou la personne, par exemple, a des déficiences respiratoires. Sur la santé mentale, c'est pareil. Il y a des systèmes d'évaluation qui vont permettre de nous dire, OK, on a un niveau de sérénité ou de capacité à interagir, par exemple, avec les autres, qui est tout à fait acceptable ou qui met en danger la personne. C'est vraiment ces leviers-là. Alors, il y a plein de formations en santé mentale et on peut tous, pour information, devenir
secouriste en santé mentale pour aussi contribuer à aider les collègues ou l'entourage. C'est un sujet qui dépasse un peu le cadre du travail, puisque ça concerne aussi vraiment le perso. J'aurais pas eu la même définition. Hein. J'ai bien fait de te laisser la parole. On a plus de détails dans ce cas-là. Pour autant, voilà, c'est vraiment se demander déjà comment on va, basiquement, c'est une première manière vraiment d'ancrer de soins portés au bien-être au travail. Okay. Et ensuite, il y a un aspect très social, interaction interpersonnelle, comme on aime bien dire dans l'entreprise, qui là va consister vraiment à se demander si la qualité des interactions qu'on a avec alors, les collègues, la hiérarchie, les parties prenantes vraiment de l'entreprise, les fournisseurs, les intervenants, est saine. Est-ce que je peux dire les choses? Est-ce que je suis écoutée? La capacité aussi à être dans un environnement qui écoute, elle est importante. Et ça va vraiment constituer les piliers forts du bien-être. Donc d'abord, l'aspect physique, si on récapitule. L'aspect émotionnel, vraiment, comment est-ce que moi je me sens, quel est mon ressenti. L'aspect santé mentale, est-ce que je suis ou non serein ou sereine quand j'arrive le matin. Et l'aspect lien aux autres, est-ce que je peux facilement avoir des liens sains avec les personnes qui m'entourent dans le travail. Très complet, j'espère que vous avez bien tout noté. Physique, émotionnel, mental et social, ce sont les aspects principaux de votre bien-être au travail. Ce sont les questions que vous devez vous poser finalement pour savoir et évaluer si sur quelle échelle finalement votre bien-être se situe. Oui, et si tu me permets, je rajoute même que souvent quand on est dans une phase très très difficile au travail, on a tendance à pouvoir faire appel à la médecine du travail, par exemple. Ça va être les critères qui vont être regardés, qui vont être observés. C'est par ce prisme-là que la médecine du travail va réussir à positionner des éléments d'évaluation sur la manière dont on est dans son environnement. En tout cas, je vois que ça réagit. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça se passe dans votre job. Est-ce que, justement, vis-à-vis de tous les conseils et les éléments que nous donne Marine, comment vous vous situez justement sur cette jauge, qu'on puisse voir un petit peu tout ça. Je remets un petit peu de contexte. Peut-être qu'il y en a qui nous ont rejoints que maintenant. On parle bien-être au travail aujourd'hui pour justement essayer de répondre à toutes vos questions et décortiquer finalement cet épineux sujet de qu'est-ce que c'est. Là, c'est la responsabilité de qui? Et finalement, on pourrait passer aujourd'hui sur une question primordiale. Qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être vraiment bien au travail, bien dans notre job? Oui. Quels sont les éléments qui nous y empêchent? Ça, c'est un point important de pouvoir savoir de manière précise ce qui nous empêche d'être bien. Parce qu'on peut tout à fait se confier à son boss ou à ses collègues en disant je ne me sens pas à l'aise dans mon environnement. Mais si on n'est pas capable de mettre les bons mots dessus, c'est compliqué de pouvoir communiquer dessus. Et du coup, c'est compliqué pour l'entreprise, par exemple, d'accompagner un collaborateur qui ne se sentirait pas bien. Donc, une des premières choses qu'on peut peut-être soulever, c'est la question du stress. Est-ce que je me sens sous pression? Est-ce que j'arrive avec une boule au ventre parce que vraiment je suis en tension tout le temps dans mon travail? Ça, c'est vraiment un des premiers facteurs qui favorise le mal-être. Pour le coup, on parle de bien-être depuis tout à l'heure, le penchant un peu, la force obscure, aussi, c'est le mal-être. Le stress, c'est vraiment le premier facteur. Le stress, en plus, c'est quelque chose qui peut être, qui peut prendre de la place aussi dans la vie perso. Donc, c'est vraiment ce fil continu là de pression qui peut être un facteur générateur de mal-être au travail. Le deuxième, ça va être le fameux « je suis sous l'eau ». Je vois pas le bout, il y en a toujours plus. Et j'ai pas du coup ce sentiment de terminer les choses parce que je suis chargée et que, alors, il peut y avoir plein de raisons. Hein. Ça peut être qu'il y a trop de travail, ou alors ça peut être que l'organisation est compliquée. Ça peut être quelque chose de très passager et puis on sait on va sortir du tunnel. Mais parfois, la surcharge de travail, elle s'installe. Et ça, on constate vraiment que c'est difficile de dire j'ai trop de travail. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à dire je suis déborde, on verra la semaine prochaine. Mais finalement, où se situe la réelle jauge entre être vraiment débordé et le dire? Le dire et savoir, alors l'exprimer, tu as raison, ça peut être un vrai souci parce qu'on peut se sentir dégradé, de dire je ne sais pas gérer autant. Mais c'est aussi pouvoir le montrer. Moi, je me souviens dans un de mes jobs précédents, on n'arrivait pas à quantifier ma somme de travail. Donc, j'ai fini par faire un fichier Excel
Mmh. en listant vraiment toutes les tâches, en allant jusqu'à la tâche et là on se dit: «Oui, ça tient pas sur une seule personne» ou alors c'est dangereux. Donc voilà, la surcharge, c'est vraiment un élément qu'il va falloir, travailler et apprendre à rationaliser, vraiment. OK. Le troisième pilier du mal-être, là pour le coup, si on bascule de l'autre côté, Comme ça, ouais. ce qui peut favoriser en tout cas un mal-être au travail, ça va être, les questions de communication, les questions de conflit, entre les personnes. Mmh. Alors le Alors, conflit, on en parlait lundi justement de ouais, comment cultiver des relations positives. Finalement, quand ça ne l'est pas, ça peut engendrer un ouais. certain mal-être au travail. Vraiment et là, ça peut être soit du conflit très ouvert, auquel cas, bon, bah, si je peux pas piffrer, mon collègue d'en face, c'est très ouvert, c'est un Mmh. conflit, c'est objectif. Mais ça peut être aussi, ce qu'on appelle un conflit latent, des choses qui se D'accord. posent comme ça, qui nous saoulent un Mmh. peu, qui nous peinent ou qui nous Puis ça affectent ça monte et puis tout ça crescendo. ouais, c'est ça. Ça vient comme ça s'accumuler et ça peut générer du stress du coup, ou ça peut générer aussi, par exemple, une surcharge de travail si c'est un collègue direct et que, tout le monde, Mmh. prend un peu de recul, par rapport à ce qu'il y a à faire. Donc cet aspect vraiment, conflit ou en tout cas, tension entre les personnes, c'est vraiment un vecteur, de mal-être auquel il faut être Attentif. attentif. Ouais, OK. vraiment. Et la dernière chose, qui pareil est assez difficile à identifier souvent, c'est le fait de ne pas être reconnu. OK. Le manque de reconnaissance. Ouais, si je passe mes journées à donner le meilleur de moi, mais qu'à aucun moment, on reconnaît mon travail ou la qualité de mon travail, il y a des chances pour qu'au bout d'un moment, ça m'use, ça m'épuise et Ouais, ça me désengage, vraiment. complètement. Non, non, je vois. Bon, en tout cas, j'espère que pareil, vous avez noté, je vois que ça réagit beaucoup. On peut prendre un petit temps justement pour répondre à ces nombreuses Oui. questions. On a pas mal de personnes qui ont commenté. Je vois qu'on a une question de Au Petit Sucré Salé qui nous demande: «Mon employeur ne se soumet pas aux aménagements faits par le médecin du travail. Quoi faire?» Ah bah, là, typiquement, c'est alors les obligations qui sont, confiées par la médecine du travail, la médecine du travail, c'est la loi, hein, en termes d'adaptation de l'environnement de travail. Donc là, votre recours, fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être le CSE, où vous allez trouver du conseil. Ça peut être un syndicat, en dehors, du CSE, si vous êtes, syndiqué. Mais après ça va être un recours, litigieux, hein, que vous allez pouvoir, faire auprès de votre entreprise, signaler, le manquement à l'obligation. Et ensuite ça peut prendre des proportions un peu plus importantes. Mmh. Mais remobiliser par vous-même, la médecine du travail, ça peut aussi être un moyen d'apaiser un peu les choses pour que ça fasse un petit reminder, à l'entreprise, sans rentrer dans une procédure prudente. Ouais, OK. Bon, en tout cas, on espère avoir, pu répondre à ta question et que ça puisse te donner des clés pour la suite. Je vois qu'on a des commentaires, de Isabelle: «Un employé heureux est un employé performant». Beaucoup d'employeurs l'oublient, c'est vrai, c'est important. Nous avons une question de Le Frenchie qui nous demande: «Quelle stratégie RSE mettre en place dans le bien-être?» Donc, Alors peut-être que là, on mélange, 2 notions. On va peut-être mmh. redéfinir. Donc le bien-être, ça va être vraiment, tout ce qu'on vient de se décrire, hein, à travers les 3 piliers, la productivité, la satisfaction et le maintien d'une santé mentale, agréable, j'allais dire, non, mais en tout cas valable. Complètement. La RSE, c'est donc la responsabilité sociétale des entreprises. On parle aussi de responsabilité sociétale des organisations maintenant. Organisation. Là, c'est plutôt, une démarche donc qui relève de la politique de l'entreprise, et qui va consister à essayer d'avoir un impact positif, tant du point de vue environnemental, que, sociétal. Et le bien-être au travail, c'est une corollaire, c'est une conséquence, finalement de la politique RSE ou alors ça peut être tout à fait à part. Il y a des entreprises qui ne communiquent pas sur leur politique RSE, mais Mmh. qui pour autant portent un soin, très important et bienveillant à leurs collaborateurs. OK. En tout cas, très précis. J'espère que ça a pu, aiguiller un petit peu, la personne qui nous a posé la question. Je vois que ça réagit. Merci à tous, hein, pour vos réactions, pour vos commentaires, vos questions. On a une question de Julie RBC qui nous demande: «J'ai du harcèlement moral depuis mon retour de congé maternité. Que faire?» Alors ça, c'est un vrai sujet, et on voit aujourd'hui, beaucoup de professionnels s'emparer, de ce point. Le retour congé maternité, c'est un inconnu un peu dans l'entreprise. On a un collaborateur qui s'en va et puis on considère qu'il revient tel quel. Sauf que le collaborateur, lui, a beaucoup changé. La Complètement. collaboratrice, souvent, alors on voit maintenant des papas qui prennent des grands congés, paternité, Aussi. mais toujours plus restreints que les congés maternité malheureusement. Mais ce retour, il peut être, très violent pour tout le monde. Mmh. L'entreprise, elle se dit: «Mon collaborateur ou ma collaboratrice revient en pleine possession de ses moyens, zou, on y retourne». Sauf qu'en fait, il y a une évolution de l'entreprise pendant le congé maternité, que ça dure, 4 mois ou que ça soit suivi d'un congé parental qui peut être, tu sais, un Mmh. peu plus long.
L'entreprise, c'est un organisme vivant, elle continue d'évoluer et la personne, elle revient avec la connaissance qu'elle avait avant de partir. C'est ça. Voilà, donc ce décalage-là, pour moi, c'est vraiment le rôle de la RH, de l'accompagner, de prendre du temps avec la collaboratrice pour réussir à la remettre à niveau, déjà en termes d'infos, vraiment, et peut-être aussi à niveau en termes de compétences, parce qu'on sait que l'évolution des compétences va à vitesse grand V. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est vraiment, je pense, de réussir à communiquer soi-même en se disant et en disant aux autres, les gars, collègues, le manager, j'ai besoin d'un peu de temps, j'ai besoin d'aide, voilà. Et j'ai aussi sûrement besoin d'un soutien logistique. Pour moi, aujourd'hui, réintégrer un collaborateur en se disant que sa vie va être, ou sa disponibilité en tout cas, va être la même, c'est mettre un très très gros doigt dans l'œil. Donc, l'accompagnement du congé maternité, alors sachez qu'il y a des dispositifs qui existent, il y a des entreprises qui font vraiment des efforts dans ce sens-là, mais ça reste un vrai travail, je pense d'abord sur soi, pour comprendre ce qui a bougé en soi et ce qu'on a envie de faire bouger dans son rapport au travail. Parce que c'est ça que ça challenge, le rapport qu'on peut avoir au travail, qui pouvait être, si je grossis un peu le trait, sur la vingtaine, le boulot, c'est avec ça que je me fais, que je me forge. Et arrivé à la trentaine, ben non, ça y est, maintenant j'ai des mini-pouces, c'est ça qui compte pour moi. Donc les deux sont compatibles, évidemment, mais réaligner son système de valeurs quand on a eu un enfant, ça fait partie des gros challenges des mamans. Ouais. Donc il y a une réadaptation certaine, c'est sûr, et il ne faut pas hésiter à en parler, à contacter peut-être effectivement vos RH, comme tu le disais, pour qu'il y ait un accompagnement qui soit plus poussé, peut-être de la formation, peut-être une réadaptation, comme le disait Marine, puisque l'entreprise est en mouvement constant et qu'effectivement, selon le temps qui s'est écoulé, au final, il y a des choses qui ont changé. Donc, on espère avoir pu répondre à la question et te donner des clés pour la suite aussi. Question intéressante, tu nous parlais de stress tout à l'heure. Question de Miss 974 qui nous demande comment faire lorsqu'on stresse au travail. Est-ce que tu aurais des solutions à donner justement pour que ce soit pour la personne qui nous a posé la question, mais pour toute la communauté, je pense, qui s'interroge. Oui, alors il n'y a pas une solution magique, hein, mais la première, c'est, je pense quand même, de se demander ce qui nous stresse. Parce que dire je suis stressée, c'est pas très précis. C'est large. Voilà, c'est ça, c'est pas un concept qui est très large. C'est pas suffisamment précis en tout cas pour qu'on puisse le travailler. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le stress, ça peut venir d'un trop de travail, d'une surcharge de boulot, de relations qui se passent pas très bien, d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en l'autre aussi. Par exemple, quand on travaille en binôme et qu'on sait qu'on n'est pas très en confiance avec notre partenaire, ça peut nous stresser un peu, de nous dire comme je peux pas compter sur lui, ça me charge à moi. Donc la première chose, c'est de se demander vraiment ce qui vous stresse. Et je pense que là, la bonne technique, moi je suis basique certaines fois, de la liste, se dire ok, c'est quoi les trucs qui m'ont mis une boule au ventre, c'est à quel moment que j'ai senti mon cœur battre. On sait que le stress a des répercussions sur le physique. Donc c'est quoi déjà les manifestations physiques de ce stress? Est-ce que vous arrivez, c'est ça, vraiment à ne plus dormir par exemple? Ça peut être aussi un très gros indicateur. Quelles sont les manifestations? Et ensuite, à quel moment est-ce que ça se produit? Identifier les moments. Est-ce que c'est le fameux dimanche soir, on se dit lundi matin, j'y retourne et bouf, voilà, je me sens pas bien. Ou est-ce qu'au contraire, c'est en interaction donc avec certaines personnes ou sur certains types de tâches aussi. Je pense, il y a quelques années, j'ai accompagné une personne qui était dans la vente et qui s'est rendu compte que aller chercher là, son processus de vente, ben, c'était ça qui finissait. Source de son stress. Voilà, prospecter, c'était OK, mais être vraiment sur son argumentaire, et ben, ça générait beaucoup trop de stress pour elle. Donc, trouver le moyen, c'est d'abord se questionner, clairement. D'accord, ok. Bon. J'espère qu'on a pu répondre à ta question. Je vois qu'on a Sarah qui a renchéri sur ce qu'on disait justement juste avant par rapport au congé maternité et qui nous demande justement si on n'a pas de RH dans l'entreprise. On parlait justement de se rapprocher, dans un premier temps évidemment de son manager, de communiquer un maximum sur finalement ce qu'on sait faire et ce qui potentiellement peut nous mettre en difficulté. Qu'est-ce que tu conseilles Alors oui, quand on est dans une petite entreprise, très petite entreprise, la fonction RH n'est pas toujours bien représentée, c'est ça. Pour autant, donc dans un cadre très réglementaire, les conseils externes du type, je parlais tout à l'heure des syndicats, mais sans parler d'une quelconque orientation politique, juste tous les syndicats tiennent des permanences de conseils gratuites, accessibles à tous les collaborateurs et tous les patrons, d'ailleurs tous les dirigeants. Donc ça peut être un levier. Après, la médecine du travail est aussi là pour ça. La médecine du travail a un rôle d'écoute. C'est pas tout de suite, on parlait tout à l'heure d'une procédure, c'est pas tout de suite comme ça que ça se passe, mais demandez si vraiment vous vous sentez mal, un rendez-vous à un médecin du travail pour pouvoir en parler, c'est clairement l'étape numéro 1. D'accord, ok.
Bon, en tout cas, voilà, pareil, on espère avoir pu répondre en totalité à tes interrogations, Sarah. Et puis, n'hésite pas à nous contacter si besoin. Peut-être on peut poursuivre dans le sens où on a parlé de ce qui nous empêche d'atteindre ce bien-être ultime au travail. Finalement, quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre en place pour être serein plus durablement, justement, dans son job, pour faire en sorte que ce bien-être soit un vrai bien-être et non pas un mal-être, comme on parlait tout à l'heure. Oui, alors l'étape numéro 1, à mon sens, c'est toujours d'essayer de s'auto-sonder. Se dire, OK, je ressens ou pas. D'ailleurs, on peut aussi tester son bien-être quand on a l'impression d'aller bien, hein, parce que parfois on peut découvrir les choses. Mais se demander vraiment et prendre ce temps de la réflexion sur ce qui permet ou pas de se sentir serein, ça va être l'étape numéro 1. D'accord. Et ça va nous amener à l'étape absolument cruciale de l'identification de nos besoins. On ne fonctionne pas tous de la même manière. On parlait tout à l'heure des mamans. Oui. Typiquement, on a besoin aussi, quand on revient et qu'on est maman, que l'environnement ait un peu changé, se soit un peu adapté à nous, mais aussi qu'on nous redonne une place de professionnel. Oui. Parce que quand on a passé 3 mois à servir des biberons à un petit être un peu ingrat qui ne dit pas encore merci, ça sent le vécu, on a envie aussi de s'entendre dire ça fait du bien que tu sois revenu. Ta compétence, là, elle est validée par l'équipe, elle nous a manqué. De revaloriser le profil de la personne. Exactement, exactement. Et de retrouver du coup une place de femme pro à ce moment-là. Donc là, le besoin, par exemple, de la maman qui revient va pas du tout être le même que le senior qui est sur le départ, par exemple, en fin de carrière, et qui lui va avoir besoin de sentir exister plus par la transmission, par le fait de comprendre qu'il a un savoir qui va servir encore l'entreprise. Donc la question des besoins, c'est l'étape numéro 1. S'observer. Et j'allais dire, aller au-delà, questionner aussi les autres, les collègues, par exemple, pour avoir, alors pas pour que les collègues génèrent nos besoins, ça a priori c'est pas possible, mais plutôt pour que les collègues puissent mettre en avant des points forts dont on va se nourrir et mettre peut-être aussi en exergue des points sur lesquels l'amélioration est à produire. D'accord. Ça va vraiment être l'étape numéro 1. Pour ça, on a plein d'outils. Alors, il y a plein d'outils qui peuvent être très tests sur lesquels vous allez pouvoir vous-même vous poser des questions à travers vraiment des questionnaires. On pourra peut-être mettre des liens vers des questionnaires qui permettent d'auto-évaluer son bien-être dans nos commentaires. C'est un moyen pour nous de réussir à nous questionner en étant un peu guidés. Alors, il faut toujours faire attention quand on fait des tests, puisque bon, c'est pas personnalisé au point qu'on puisse se dire oh mon Dieu, je fais exactement comme ça. Mais quand même, ça peut faire ressortir des clés, ça met en exergue certaines choses, ça peut valoriser certaines choses et justement se permettre de se poser des questions aussi sur d'autres compétences qu'on croyait acquises, j'imagine. Et du coup, de se dire bon, est-ce que peut-être que là, il faudrait pas que je me reforme, etc. Il y a la question de la formation et il y a la question aussi souvent de la manière dont on communique. C'est un levier important aussi, la communication. Et ça m'amène du coup à la deuxième stratégie pour réussir à mettre en place ce bien-être pour soi, qui va consister aussi à se faire accompagner. On parlait des ressources en interne dans les grosses entreprises. On parlait de la médecine du travail, des RH. C'est ça, exactement. Ça peut être aussi une dynamique orientée un peu plus, alors sororité pour les filles, mais on trouve plein de groupes maintenant de parole, de femmes pros qui viennent se confier dans toutes les grandes villes de France. Alors peut-être un peu moins dans les zones rurales, je ne sais pas d'où vous nous regardez, mais pour autant dans toutes les grandes villes de France aujourd'hui, on trouve des accès à des groupes de parole comme ça de pros qui se disent voilà, moi je suis un pro sur une fin de parcours, je suis une femme, je suis un entrepreneur, tous ces sujets-là, parce qu'on parle beaucoup des collaborateurs, mais la question se pose aussi pour les entrepreneurs ou les freelances qui nous regarderaient. Cette question-là, donc on peut la traiter nous en aussi. Commentaire. Oui, carrément. Combien de freelances là? Il y a des freelances qui nous regardent. Quels sont les moyens en fait de pouvoir partager? C'est vraiment ça. Et après, on a toujours recours possiblement à des coachs par exemple ou des accompagnants sur ces thématiques-là. Mais il faut remettre, je pense aussi, la responsabilité du manager, du responsable dans la boucle. Ça doit être, à mon sens, le premier confident. C'est le point d'entrée finalement au démarrage pour communiquer. On en parlait lundi, la communication est vraiment hyper importante de toute façon dans vos équipes. Donc vraiment rapprochez-vous dans un premier temps, effectivement, peut-être de votre manager. Et en tout cas, là, on vient de donner des clés pour vous donner plus d'infos sur qui contacter dans d'autres mesures. Je vois en tout cas que ça réagit, c'est chouette. N'hésitez pas
à nous envoyer tous vos petits emojis, vos commentaires, vos questions. On essaie d'y répondre. Il y en a peut-être qui nous ont rejoints que maintenant, je le regrette, mais sur ce live. Pour rappel, on parle bien-être au travail avec Marine. On vous donne tous les conseils justement pour l'identifier et l'accroître un maximum. Donc voilà. Maintenir. Ou le maintenir, si, et je vous le souhaite, si c'est déjà bien atteint. On a eu quelques petites questions là dans le chat. On a une question de Mathieu. Comment refuser les heures sup de mon patron? Alors, est-ce que dans ce cadre-là, ça génère du coup pour toi du stress, peut-être, j'imagine? Dans ce cas-là, comment répondre? Facile. Alors, pas facile, puisqu'il va s'agir de dire non. C'est ça, en fait, qui est derrière votre question. Comment savoir dire non à un patron dans une configuration qui peut-être vous convient pas en termes horaires? Alors, plusieurs possibilités, ça dépend des relations que vous allez avoir avec votre boss, mais pour autant, il est tout à fait légitime déjà, hein, un salarié a le droit de dire je ne peux pas faire d'heures supplémentaires. Et je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas répondre aux questions qu'on ne vous pose pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de légitimité à poser. Vous pouvez tout à fait dire je ne suis pas en capacité d'absorber une flexibilité horaire ou un allongement en tout cas de mon temps de travail. Moi, je vous conseillerais de ne pas le faire sur le mode écrit. Je pense que si vous avez la possibilité d'en parler, ça sera toujours moins protocolaire et vos mots seront moins interprétés. Donc la situation sera peut-être plus apaisée. On espère avoir répondu à ta question. On espère surtout que ça ne te génère pas trop de stress et que tu vas pouvoir réussir à communiquer positivement et avec bienveillance avec ton manager pour lui dire justement ce que tu ressens, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire si on a bien répondu à ta question. Je vois que ça continue à réagir. Merci beaucoup. On continue à avoir quelques questions. Je vois qu'on a Hugo qui nous dit qu'il se sent mal avec son collègue. Que peut-il faire dans ce cas-là? Est-ce que du coup, est-ce que Hugo, tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Est-ce que ça génère chez toi justement un certain mal-être? Est-ce que ça t'empêche de te sentir bien dans ton job? Est-ce que le matin, on parlait justement d'une boule au ventre, etc. Est-ce que on en est jusqu'ici ou est-ce que c'est peut-être un problème de communication? N'hésite pas à nous en dire un peu plus. Est-ce que cette question t'inspire pour donner quelques... Elle m'inspire, oui, parce qu'il y a des jobs dans lesquels on est en binôme toute la vie avec la même personne. Vous voyez? Et ça, faire une carrière entière en binôme avec quelqu'un qu'on ne peut plus voir même en photo, ça peut être délicat. compliqué. Il y a plusieurs leviers, je pense, qui peuvent être activés. La question d'abord, c'est de savoir si vous avez tenté quelque chose. Est-ce que vous avez tenté la discussion? Alors, c'est pas toujours évident d'être le premier à prendre la parole sur un sujet, c'est ça, prendre l'initiative de mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas ou qui ne vous convient pas. Ça peut être délicat, mais je pense que ça peut être quelque chose qui débloque la situation, à condition que ce soit fait vraiment sur le mode de, alors ce qu'on appelle très souvent de manière galvaudée la communication non violente, mais en cherchant vraiment à exprimer ce que vous ressentez. Quand on entame une conversation avec quelqu'un pour lui dire écoute, ça ne marche pas, on ne peut pas lui dire tu fais ça, tu fais ça. Il faut lui dire je sens ou je me sens pas ou je suis empêchée ou voilà, vraiment c'est le jeu qu'il faut positionner d'abord. Donc la première chose, c'est vraiment ça, peut-être s'il y en a une même à retenir dans tout ce qu'on se dit là aujourd'hui, en cas de situation difficile, toujours commencer par un jeu. C'est vraiment ce qui va permettre de construire une relation. Sachant que peut-être, on ne sait pas, mais ça se trouve, ce collègue ressent la même chose et observe aussi des difficultés pour que vous travailliez ensemble, pour communiquer. Donc ça se trouve, ça peut finalement enlever une épine des deux pieds. Exactement, oui. Donc effectivement, la communication non violente, évidemment. Et ça se trouve finalement, vous aurez des... Oui, on peut être surpris parfois en ouvrant comme ça la discussion et en me permettant l'écoute, en reformulant pour être sûr de bien comprendre, par exemple. On peut tout à fait trouver des solutions. Après, si les choses restent très bloquées, là, le recours, il faut qu'il soit hiérarchique, je pense, pour qu'il y ait un tiers un peu neutre qui vienne essayer de faire de la médiation, ni plus ni moins, dans la relation. Donc là, je pense que c'est quelque chose sur quoi il faut mettre rapidement l'accent, parce qu'on parlait tout à l'heure de conflit latent. Un conflit latent, c'est quelque chose qui se traîne comme ça dans le temps et qui finit par avoir un impact encore plus négatif. Je crois qu'on a continué à avoir quelques commentaires nous disant que ton collègue, apparemment Hugo, s'énerve régulièrement sur toi. Bon, effectivement, je pense que là, l'intérêt d'un médiateur dans ce cas-là peut être opportun pour pouvoir régler un peu les soucis et que la communication et que le travail ensemble fonctionne pour le mieux. Je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment ça.
On a beaucoup parlé de discussion, d'évaluer justement son bien-être, quelles sont les mesures à mettre en place, qu'est-ce qui finalement nous empêche de se sentir bien. Est-ce que tu aurais par exemple 5 conseils, 4 ou 5 conseils à nous donner, à donner aux personnes qui nous regardent, les points clés, on va dire, peut-être à retenir Ouais. de ce live? Alors, la première chose, je pense, le point numéro 1, si on les classe par ordre d'importance, on ne fait pas de teasing, on le donne tout de suite, c'est de pouvoir poser ses limites. On parlait des besoins tout à l'heure, mais quand, par exemple, Hugo, je crois, non, c'était pas Hugo, quel était votre prénom, qui vouliez refuser des heures supplémentaires. Là, l'idée, c'est que vous voulez poser une limite et que c'est difficile. Mais pour autant, la limite claire, elle va donner les règles du jeu. Quand on connaît les règles du jeu, forcément que ça se passe mieux. Donc vraiment, la première étape, ça va être d'établir des limites. Les limites, elles peuvent aussi être très physiques. Dire à quelqu'un, non, j'aime pas trop quand tu t'assois sur le coin de mon bureau, et ben voilà, ça contribue à éliminer un mal-être dans le ressenti qu'on peut avoir sur le moment. Et on communique au moins. Alors, c'est mon deuxième point, la communication bien ouverte et constructive. Le risque, quand on est dans une situation où on est en mal-être, c'est de projeter des choses, de se dire ça sert à rien que j'en parle, c'est comme ça a toujours été comme ça. Sauf qu'en vérité, peut-être que personne n'a osé prendre la parole de manière constructive. Oui. Donc, y aller vraiment en ayant pour objectif de faire progresser les choses, c'est un bon moyen aussi d'avoir cette communication plus efficace en tout cas et qui peut résoudre des problèmes. Communication constructive. Exactement, ouverte et constructive. Voilà. Ce qui implique aussi de l'écoute, évidemment, et une bonne qualité à se remettre en question aussi. On ne peut pas tout bousiller comme ça, mais se remettre en question, ça aide aussi. On se questionne et donc on comprend mieux comment on fonctionne. Parce que là, c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement quand on parle aussi de bien-être. Savoir comment nos fonctionnements viennent nous empêcher ou nous driver un peu dans notre quotidien, ça va être un bon moyen de poser des bases et des limites claires. Bon, ça c'est le deuxième conseil. Je ne sais plus au combien on est, mais je vous en délivre plein et puis on verra ce qu'on en fait. Notez-les tous. Il y a aussi quelque chose que moi je pratique assez régulièrement et qui me paraît assez essentiel, c'est de réussir à préserver du temps. Okay. Quand on le dit comme ça, c'est se dire oui, je prends vraiment ma pause déjeuner. Non, en fait, il faut vraiment je pense qu'il faut avoir une logique de sacralisation de certains moments de son agenda. Typiquement, se dire aujourd'hui, je ne sais plus combien on est, mais mettons début février, mon agenda est full, c'est certain, dans les 5 semaines qui arrivent, votre agenda est full de rendez-vous. Mais dans les 6-7 semaines qui arrivent, par contre, commence à y avoir des trous. Mettez-vous des petits temps, comme ça. Moi, j'appelle ça les time box avec des petites étoiles dans mon agenda. Le time box, c'est ce moment où je sais que c'est ma box de temps à moi. Okay. Quand je regarde mon agenda, déjà, ça me détend. De me dire ça sera mon time moment. box avec mes étoiles, ça existe, ça contribue à faire redescendre ma pression et à pas me sentir justement débordée. Okay. Mais en plus de ça, on parlait tout à l'heure de la productivité. Ça va aller dans ce sens-là aussi. Se dire, si vous avez des temps dédiés où vous savez que vous pouvez spécifiquement bosser sur un sujet dans lequel vous n'allez pas être interrompu, dans lequel on n'attend rien de vous, là, le niveau et de productivité et de satisfaction vis-à-vis de vous-même va augmenter. Donc forcément, vous allez upgrader votre niveau de bien-être. Je me permets, comme ça je rebondis, j'ai vu qu'on avait une question justement sur la productivité, donc comme ça fait écho, c'est parfait, de Betfix qui nous demande, est-ce que derrière le bien-être se pose la question de la productivité, justement? Évidemment, on se le rappelle, on a posé les 3 piliers tout à l'heure du bien-être, qui sont donc la productivité, le maintien d'une santé mentale en bonne et due forme, et la satisfaction qu'on peut avoir dans le travail. Et je ne sais plus quel était votre nom tout à l'heure, qui nous disiez un salarié heureux et productif. Il y a plein d'études qui démontrent qu'effectivement, alors productif, c'est peut-être pas un joli mot, mais en tout cas, l'engagement qu'on peut mettre derrière son travail, un salarié qui se sent bien est engagé, c'est très certain. Bon, en tout cas, c'est chouette parce que du coup, on arrive à faire du lien avec vos questions. En tout cas, je vois que vous êtes hyper intéressés par ce sujet. Ça nous concerne tous. Donc, merci à tous pour toutes vos questions, tous vos petits commentaires, vos réactions. C'est chouette de vous voir si nombreux avec nous en ce mercredi midi. Pour rappel, on est sur les conseils à retenir pour votre bien-être. On poursuit. Oui. Le dernier, le plus gros et le plus difficile peut-être. Alors difficile, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut du courage pour mettre en œuvre. C'est de rentrer vraiment dans une dimension de développement personnel. Alors, on en entend beaucoup parler de développement perso. Ça ne consiste pas forcément juste à faire le dernier test sur Marie-Claire, mais à se poser les bonnes questions, à se les poser avec de l'altérité, qu'il y ait d'autres personnes qui nous challengent dans ce questionnement pour pouvoir vraiment ancrer en soi des certitudes sur sa valeur professionnelle, déjà, parce que ça, c'est très rassurant
de savoir ce qu'on vaut, Ouais. professionnellement parlant. Et ensuite, de savoir quels vont être, nos réflexes. Savoir par exemple, comment est-ce qu'on va réagir au stress, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Se dire: «Bah, je vais me mettre», je sais pas, moi j'ai tendance à parler vite, par exemple. D'autres personnes vont avoir tendance à bégayer. OK, mais je le sais. Ouais. Donc en arrivant ici, je me suis dit: «Attention à ton débit». Je sais quel est mon fonctionnement parce que je me suis posé Identifier la les question, voilà. J'ai bien identifié ça, et ça vient du coup, me donner aussi plus de confiance en moi. Pourquoi? Parce que je sais comment je vais réagir, mmh je l'anticipe et donc sereinement, j'entre dans une Voilà. phase qui peut être un peu stressante. Connaître finalement ses, forces, mais également ses pain points pour mieux Oui, les gérer. Quand on sait que finalement on rentre dans un moment de stress, ça peut être des présentations, des choses comme ça, de se dire: «Alors je sais qu'il faut que je sois attentif à ça, mais vu c'est qu'on le ça, sait, on va pouvoir se poser, mettre en place les bonnes choses pour, exactement. gérer justement ça et Ouais. donc éviter un maximum de stress». Oui et puis moi je me souviens il y a quelques années d'un étudiant à l'époque, qui, était venu me voir en me disant: «Marine, je bégaie. En entretien d'embauche, je bégaie. C'est comme ça». Moi alors c'est une réaction physiologique, hein. Mmh. Le cerveau est moins irrigué parce qu'en stress, le cœur bat plus vite, D'accord. toutes les ressources du corps se mettent, dans ce processus-là cardiaque et donc bah, de temps en temps, un peu bégayer. Et quand je lui ai dit, il s'appelait Ahmed, je me souviens: «Ahmed, est-ce que vous pensez vraiment que le recruteur va se dire que le lundi matin au café, vous allez bégayer comme ça?» Non, Mmh. le recruteur, il va se dire: «C'est une situation stressante». Oui. Donc ça, quand on a posé ça ensemble, pour lui, ça a été un: «Ah bah oui, lui aussi, il sait que je suis en situation de stress. Moi, je sais comment je réagis au stress». Donc il se sentait mieux après de se dire: «C'est bon, je vais bégayer. OK, je le sais». Bon, eh ben, super conseil en tout cas, n'hésitez pas à nous partager aussi en commentaire si vous avez déjà été face à des situations un petit peu stressantes et pourquoi pas nous dire justement comment vous y avez remédié et si justement vous avez réussi à mettre en place des exercices ou quoi que ce soit qui vous ont permis pardon, de passer outre. Ça peut potentiellement en aider d'autres donc n'hésitez pas. En tout cas, je vois que ça réagit, c'est chouette. Est-ce qu'on a encore des conseils finalement à donner ou pas? Alors oui, Dans quand on ton est sur le chapeau, dernier level, allez, on y va. allez, dernier level. Il y a toujours ce petit conseil de la pleine conscience. Se dire à un moment, je suis dans le travail, mais s'accorder 5 petites minutes là où on boit vraiment un thé et on est vraiment sûr, mais quel goût a le thé et pas en train de faire sa to do, de l'après-midi, ça, ça a un pouvoir immense. On le sait, il y a plein d'études là-dessus aussi. Le pouvoir, alors je mets pas le mot méditation parce que je sais que ça fait un peu peur, mais se concentrer en tout cas, sur le moment présent et se garder des moments dans la journée où juste je suis là, j'apprécie la lumière, j'apprécie exactement ce qui se passe au moment T. Ça, c'est contributif aussi d'un apaisement intérieur, qui est super efficace. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien noté tous ces conseils qui sont précieux justement et qui, vont contribuer à l'accroissement de votre bien-être au travail. En tout cas, on l'espère. Je vois qu'il y a des petites questions, qui se sont posées entre-temps. Je vois que Shaima nous demande: «Que pensez-vous des managers qui sont harcelants et impulsifs?» Alors ça fait écho, à notre live de lundi, où nous parlions, justement relations professionnelles positives et à contrario, que faire avec un manager toxique? Hem Je ne peux que t'inviter à regarder le replay de ce live qui sortira très prochainement. Peut-être que tu veux préciser quelques éléments sur l'interrogation pardon, de Shaima. Qu'est-ce que je pense? Je pense que je ne voudrais pas être à votre place, mais surtout, qu'encore une fois là, il faut, si vous êtes dans cette situation, il faut, vous appuyer sur les supports que peuvent être la RH, Voilà, on en ou reparlait. le CSE, c'est important. Si vous employez des mots aussi forts, c'est que vous vivez quelque chose de difficile, donc ne restez pas seul avec ça. N'hésitez pas voilà, à vous rapprocher d'eux, à des personnes qui peuvent vous aider. Tout à l'heure, on parlait voilà, des RH, médecins du travail. Est-ce que dans ce cas-là, Mmh. ça peut intervenir? Sinon, voilà, extérieur, il y a d'autres aides. Ouais. Donc voilà, on espère avoir pu répondre à tes questions. Je vois il y a d'autres questions, notamment sur, par exemple, l'accueil d'un stagiaire. C'est Nanou Amilam qui nous pose la question: «Comment est censé se passer concrètement l'accueil d'un stagiaire dans le milieu pro?» J'imagine que si tu nous poses la question, peut-être que tu es concernée, peut-être que c'est quelque chose qui t'angoisse ou alors peut-être que ça t'excite, justement de bientôt Mmh. rentrer dans le monde du travail. Marine, que peux-tu nous dire, justement, pour donner des conseils? Là, on met le doigt sur un sujet qui est primordial, c'est ce qu'on appelle le processus d'onboarding. Comment est-ce qu'on accueille et comment est-ce qu'on intègre? Alors moi, j'ai pas envie de parler des stagiaires parce que c'est des personnes comme les autres, stagiaires ou pas. Les entreprises, alors ils sont de plus en plus sensibles, Mmh. mettent de plus en plus de choses en œuvre, mais il est évident que, un onboarding, attentionné, fera forcément
un collaborateur plus engagé, plus épanoui. Ça, c'est très certain que quand on arrive le lundi matin pour son premier jour et qu'on n'a pas de PC, que personne ne connaît notre nom, ça se passe toujours moins bien pour soi que quand vraiment l'arrivée est préparée. Je pense qu'il faut distinguer deux choses, l'accueil et l'intégration. L'accueil, c'est vraiment ce moment où on vous présente les choses. Alors, quand c'est un premier stage, je comprends que ça puisse être un peu stressant. C'est tout à votre honneur d'essayer d'aller à la pêche aux infos. La présentation, c'est la première chose, et aussi les outils, le fait de pouvoir apprendre à se servir des outils utilisés dans l'entreprise, ça va être vraiment les 2 premières étapes. Rencontrer les personnes, savoir qui fait quoi, comprendre un peu l'écosystème aussi de la structure, qui sont les clients, qui sont les parties prenantes, et quelle est votre mission. Un temps d'adaptation, évidemment. C'est ça. Ouais. Ça va être vraiment la partie d'accueil. Après, il y a la partie d'intégration, qui est l'étape 2, contrairement à ce qu'on peut penser. Souvent, on entend l'intégration d'un collaborateur, mais en fait, s'il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'intégration. Être intégré, c'est être soi-même reconnu déjà. Que tout le monde sache qu'on est là, que tout le monde sache quelles sont nos missions, et qu'on puisse avoir un système de communication qui soit bien établi. Que vous sachiez vers qui vous dirigez quand, alors pas forcément vous rencontrez un problème, mais quand en tout cas vous avez une communication à faire ou une information à aller chercher. C'est vraiment ça. L'accueil, l'intégration, c'est après je sais naviguer dans l'écosystème de l'entreprise. C'était précis. En tout cas, voilà, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. L'accueil, l'intégration, en espérant que ça se passe pour le mieux. Si justement c'est un stage qui va démarrer pour toi, on croise les doigts. Je vois que le temps file. On vous accompagne aujourd'hui sur votre pause déjeuner. J'espère que, en tout cas, tout se passe bien et qu'on vous donne les conseils que vous attendiez pour votre bien-être. Peut-être qu'on peut entamer une phase de fin avec une conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir finalement de tout ce qu'on s'est raconté là pendant environ 45 minutes avec toutes vos questions, toutes vos interactions? Comment pourrait-on en 2 minutes finalement conclure tout ce qu'on s'est raconté? Je pense que la première chose avec laquelle j'aimerais en tout cas que tout le monde reparte, c'est que vous avez votre responsabilité dans votre bien-être. Ne pas attendre de l'entreprise qu'elle vous livre quelque chose clé en main. C'est aussi une responsabilité individuelle, la responsabilité de chaque collaborateur d'être acteur dans la construction de sa configuration de travail idéale. Deuxième chose peut-être, c'est garder en tête les 4 gros aspects du bien-être au travail. Donc on a parlé de l'aspect physique, c'est-à-dire est-ce que je suis dans un environnement qui me convient du point de vue physique, on a parlé de la proximité, etc. L'aspect émotionnel, est-ce que je me sens vraiment dans mon système à moi interne, dans mon ressenti, à l'aise, vraiment être à l'aise, je pense que c'est le meilleur moyen de l'exprimer simplement. L'aspect plus mental, donc orienté santé mentale, là, est-ce que je suis sereine? Là, c'est plus de l'émotionnel, là, c'est vraiment au long cours, est-ce que mon équilibre, par exemple, pro-perso, est OK? Ou est-ce que l'un ou l'autre vient impacter et donc m'empêcher? Et enfin, est-ce que je me sens bien avec les autres? L'aspect interpersonnel qui va être aussi crucial pour développer un bien-être et de l'authenticité, je pense aussi, dans son mode de travail. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez bien mémorisé tout ça et que vous pourrez l'appliquer, ou alors que c'est déjà le cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Marine, pour tous ces conseils. On a eu beaucoup de questions, donc j'imagine que c'est un sujet qui vous touche beaucoup. On est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Le marathon emploi continue, ce n'est pas terminé. On se retrouve vendredi. Cette fois-ci, petite nouveauté, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn pour qu'on parle intelligence artificielle. Encore une fois, prenez soin de vous, justement. On parlait bien-être, donc vraiment, prenez soin de vous. Merci à tous. Et puis surtout, très bonne journée à tous et à bientôt. Merci Marine. À bientôt. Merci.